Bonjour à tous, il est 8h35. Je vous propose de démarrer cette matinale du numérique. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous pour cet événement organisé par le GIFEN et par la SFEN. Et pour terminer ce cycle 2022 autour de la digitalisation, la continuité numérique, pour passer à l'échelle et gérer la complexité, nous aurons aujourd'hui des thèmes et des cas d'usage autour du numérique et de l'optimisation de la chaîne logistique. Pour ce faire, il y aura une introduction, puis deux cas d'usage qui vous seront présentés. Je vous rappelle que lors de chaque présentation, vous pouvez poser des questions à travers le petit module Slido. Vous pouvez aussi voter pour des questions déjà posées en appuyant et en votant, en mettant un like pour cette question. Ceci me permettra de prioriser les questions que je relayerai auprès des intervenants. Mais tout de suite, je vous propose de laisser la parole à Christian Janot pour réaliser l'introduction. Christian a plus de 27 ans d'expérience dans le secteur du nucléaire. Il a rejoint un système en 1995 il prendra ensuite la direction de l'activité ingénierie en 2008, puis la direction des activités nucléaires en 2011. En 2013, il assure la direction générale d'Assystem France pour les activités énergie, infrastructure et life science en 2013. Depuis 2022, il est en charge des activités digitales du groupe. Christian a passé également quelques années au bureau de la SFEN comme conseiller du président pour les synergies avec la filière numérique. Je laisse la parole à Christian. Bonjour, merci Corinne, merci aux équipes SFEN et GIFEN. Moi j'aime bien ces événements parce que je me souviens d'un temps où on n'avait pas ça et je trouve que c'est un véritable apport. Alors je vais d'abord déclencher mon chrono pour faire vite et laisser le temps après au cas d'usage et je vais basculer sur une petite présentation que je vous partage. Alors évidemment, vous allez voir dans ce que je vais voir et entendre dans ce que je vais dire, c'est que c'est très empreint de ma culture construction, commissioning et ingénierie des grands projets. Donc il y a plein de biais dedans, mais je pense que c'est le parti pris de l'introduction. Le sujet est vaste et en fait, je suis parti d'une feuille blanche et j'ai essayé de faire très court et de définir ce que ça représentait pour moi. Et je vous le présente comme ça, en fait, c'est les composants au bon endroit, au bon moment et au juste prix. Mais j'ai appelé ça qui, où, quand et comment. Évidemment, en tant qu'ingénierie, on a une mission, ou un radical en tout cas, qui est qui est de définir les scénarios de projet et d'anticiper les fins de projet. Et donc, ce que je vais aller rechercher dans la digitalisation et l'optimisation, c'est d'avoir la meilleure qualité de prévision possible. Et comme on dit, les prévisions, c'est surtout difficile quand ça concerne le futur. La logistique ou les chaînes d'approvisionnement ou plus globalement dans un anglicisme, ce qu'on met un peu derrière la notion de supply chain, pour moi, il y a trois choses qui sont importantes. On a des flux physiques parce que finalement, c'est ce qui permet de construire et d'organiser la construction. Et souvent, ils sont très perturbés parce qu'on réinvente nos scénarios régulièrement. Il y a des flux d'informations et beaucoup dans le nucléaire. On reçoit pas seulement des équipements, mais on a l'équipement, son PV, le certificat de celui qui a contrôlé le PV. Il y a des informations que moi j'ai appelées fournisseurs, mais qui peuvent être des informations de stratégie d'approvisionnement, surtout sur des chantiers éloignés ou isolés. Et puis il y a des notions de flux financiers. Alors j'ai rajouté l'empreinte carbone parce que je pense que ça va peser maintenant. Mais dans les flux financiers, parce que quand on perturbe des flux de construction, ben aussi on perturbe le cash des entreprises. Et donc, faut garder ça en tête. Alors, Excel, j'ai essayé de me recaler un peu sur la filière. Il y a des grands sujets qui ont été posés autour de construire et fabriquer conforme du premier coup, autour de la surveillance, de l'inspection. Ce que j'ai rappelé, je pense que c'est tout à fait lié au thème d'aujourd'hui. Et puis,
finalement, pourquoi le digital dans tout ça? Alors, pour moi, le digital, en fait, ça répond à un besoin de modélisation. Si on était capable de tout calculer à l'avance, on pourrait éventuellement se passer du digital, mais je crois que même les grands joueurs d'échecs, ils font 4 coups, plus 4 coups, et après, ils s'arrêtent parce qu'il y a trop d'erreurs dans la prévision. Et quand on regarde la taille, le nombre d'exigences, la taille de nos projets, le nombre de composants, je pense que c'est illusoire de vouloir faire ça. Et donc, abandonnons Excel, si je peux le faire vite. Passons à une gestion intelligente et dynamique de nos données. Mais pour moi, le sujet, c'est de bâtir des modèles parce que les modèles servent à faire des prévisions et des scénarios. On a un défi, évidemment, c'est que le digital, c'est pas c'est pas un bonbon, c'est pas le carré de chocolat à côté du café. Donc, ça pénètre les process. Et donc, il faut être aussi capable de capturer, stocker, valoriser ces données et puis d'avoir un certain nombre de talents et d'intelligence pour les faire fonctionner. C'est pas tout d'avoir des outils transversaux. Il faut encore, faut-il savoir les utiliser et avoir formé des gens à les utiliser. Et puis, bon, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui est diagnostic, prédictive, surveillance dans l'industrie. Ça marche très bien. Ça a été fait. Il y a des grands industriels qui maintenant maîtrisent ces transformations-là. Mais peut-être ce que j'ai stabiloté, ce qui me paraît être un bon exemple ou un bon angle pour la filière, c'est d'essayer de travailler en entreprise étendue sur le suivi des fabrications. Alors, je sais que évidemment c'est un sujet qui divise, mais si je me projette dans un avenir où on fait des effets séries, et alors encore plus si on parle des SMR qu'on veut fabriquer en grand nombre, la proximité produit-process et me semble être le chemin. Voilà. Il y a un monde d'écart entre fabriquer un objet unique et fabriquer en série, et il me semble que c'est un sujet intéressant à explorer. Je vais faire très vite parce que j'atteins les 5 minutes et peut-être juste une slide si ça passe ou ça passe pas. Bon, alors effectivement, nous, à quoi on utilise le digital chez Assystem? Finalement, il ne faut pas que j'aille trop vite. On utilise le digital principalement pour accélérer les projets. On gagne en qualité en automatisant un certain nombre de tâches. Il y a des grands volumes d'informations, des tâches répétitives qu'on va chercher à optimiser. On a une approche par l'IA, par les data qui favorise en fait le passage à la donnée versus le document. Et on fait beaucoup de modélisation, j'ai dit, de simulation pour accélérer l'adoption des jumeaux numériques, essayer de mettre un certain nombre de choses dans le jumeau numérique, y compris dans la transmission de la formation, du knowledge management qu'on essaie de mettre dans le jumeau numérique. Le sujet auquel on se heurte, nous, en tant qu'ingénierie, c'est principalement d'avoir des silos qui ne communiquent pas forcément entre eux ou qui ne relaient pas en tout cas les informations et les documents qui intéressent le projet. Et souvent, finalement, c'est assez inefficace. Voilà. Et ça impacte non seulement le déroulement du projet, on a vite une chaîne d'acteurs, on s'aperçoit sur un chantier que personne ne marche dans les pas de l'autre ou à la même vitesse, et on découvre toujours quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'était pas au programme. Ça, c'est le grand mal des grands projets. Évidemment, nous, on est très favorable à avoir des systèmes transversaux qui relaient des informations qui font sens, ou en tout cas qui font sens pour la phase du projet en cours. Et puis, peut-être 3 petits cas d'usage, et je termine là en quelques secondes. On se sert de ça, nous, pour modéliser sur 3 niveaux les phases de chantier, en introduisant des règles métiers, des processus métiers et des organisations. Et ça, on utilise des méthodes d'ingénierie système basées sur des modèles. Et ça nous sert vraiment dans la planification un peu élaborée des chantiers, de manière à savoir quel composant va arriver à quel moment, dans quelle configuration, et reçu par qui. Voilà, et de manière à essayer d'optimiser quand même toutes ces phases-là qui sont très encombrées, sur lesquelles, historiquement, on subit un peu. On a fait un sujet intéressant pour un industriel qui a vu ses productions passer de une commande par mois à 4-5 commandes par mois, et qui a des vraies perturbations de site. Donc, on a fait de la rétro-conception de site, on a rescanné, réorganisé, remodélisé, avec un outil interne qui s'appelle Optimisio.
je pense à ça parce que comme on va passer on rentre un peu dans une accélération du nucléaire et je voudrais partager avec vous ça, c'est que commander mal au sens, où on perturbe les flux, où on n'est pas précis sur les timings et les configurations, c'est très perturbant pour les sites industriels qui fabriquent. C'est-à-dire, ils ont des perturbations d'occupation de surface, ils ont des vraies perturbations d'occupation de flux dans les machines, et puis et tout ça a un impact sur le cash. Donc le message n'est pas que pour les grands donneurs d'ordre, il est aussi vrai parce que chaque industriel a des fois sa sous-traitance de fabrication. Faire attention à ça, il y a des vraies problématiques d'optimisation des surfaces et d'optimisation du parc machine. Voilà. Et puis un troisième sujet qu'on traite dans le nucléaire par la data science, qui est en fait d'essayer d'optimiser les pièces de rechange. Et donc ça, c'est principalement un impact délai, un impact cash. On utilise la data science pour essayer de corréler des modèles de maintenance avec des équipements réels. C'est-à-dire essayer, par la data science, de voir quel modèle finalement de maintenance colle le mieux à quel équipement physique. Bon, ça, je pourrais développer, mais voilà ce que je peux rapidement introduire sur la notion de chaîne logistique et d'optimisation par le digital. Et voilà finalement quelques exemples de comment on aborde le sujet. Merci beaucoup, Christian. Donc, ce que je propose tout de suite, c'est de passer au premier cas d'usage. Je vous rappelle que pendant toute la présentation, vous pourrez poser des questions dans Slido que je relayerai après la présentation. Donc, le premier cas d'usage, transformation de l'infrastructure des magasins, digitalisation et aménagement logistique chez Orano, qui sera présenté par 3 personnes. Donc, d'abord, Édouard Blondel. Édouard a plus de 30 ans d'expérience dans le nucléaire. Il a occupé différentes fonctions techniques et d'ingénieur d'affaires avant d'évoluer dans la filière supply chain depuis 25 ans. Il est actuellement directeur supply chain Orano de la business unit chimie enrichissement en charge des achats, de la logistique et de la gestion des stocks et magasins pour Orano. Chimie enrichissement. Julien Lagoutte. Julien a 15 ans d'expérience dans le nucléaire. Il a débuté sa carrière dans le groupe Orano en tant qu'acheteur hors production, puis responsable procurement, puis a occupé plusieurs postes liés à la supply chain. Il est actuellement responsable de département, magasin et stock au niveau de la business unit. Et Flavie Léonard. Flavie a 5 ans d'expérience dans le nucléaire. Elle a auparavant passé 8 ans dans le conseil sur des projets de transformation. Elle a rejoint la division Orano Support depuis 5 ans en tant que manager de projet supply chain. Je vous laisse la parole. Vous avez 20 minutes. Merci Corinne. Bonjour à tous. Donc nous allons parler ce matin du projet Tyndall. Donc c'est un acronyme un peu barbare qui est écrit sur l'écran. Donc transformation de l'infrastructure des magasins, digitalisation et aménagement logistique. Quand on parle de magasins, on parle des magasins de pièces de rechange et de consommables qui sont nécessaires à l'exploitation maintenance de la plateforme du Tricastin, donc des usines de conversion, enrichissement et chimie d'uranium. Donc, ce projet a été développé sur le site du Tricastin entre 2020, les premières études préliminaires, et 2022 avec une mise en exploitation qui a eu lieu en mai de cette année. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation du contexte de l'activité. Donc, l'activité logistique du site du Tricastin. Donc, aujourd'hui, le flux s'organise de la sorte. Donc, on reçoit des pièces de nos principaux fournisseurs. On effectue un contrôle dit de premier niveau pour s'assurer que les pièces reçues qualitativement et quantitativement correspondent à notre besoin. Ensuite, il y a une mise en stock. Et après, on se retrouve dans la partie où la préparation de commandes, c'est-à-dire que nos clients internes, nos prescripteurs vont émettre leurs besoins pour ensuite donc livrer l'ensemble des pièces aux différents points de livraison du site. À savoir que le site du Tricastin, c'est un site très vaste, donc on a plus de 200 points de livraison. Donc les pièces que l'on va livrer, juste la slide précédente, oui, que l'on va livrer, donc c'est donc des pièces dites de rechange ou de consommables qui vont toucher l'ensemble des usines. Donc ça va aussi bien de la pièce à façon, de joint, de filtre et de pays. Quelques éléments chiffrés.
Donc, la valeur brute de stock, ça représente environ 42 millions d'euros pour environ 65 000 articles et 1600 entrées de réception par mois. Donc, le slide suivant. Donc, l'organisation physique, donc, comme je le disais, le site du Tricastin est très étendu, donc plus de 4 km². Donc, ça signifie qu'on a beaucoup de déplacements qui se font véhiculer. Le site du Tricastin, c'est historiquement des entités juridiques, plusieurs entités juridiques donc, qui se sont regroupées au fil du temps. Donc, l'organisation logistique et des magasins correspondait avec les besoins de l'époque, donc avec des magasins de proximité. Mais au fil du temps, étant donné l'évolution des activités, on s'est retrouvé donc avec des capacités de stockage qui ont été libérées, qui n'étaient plus forcément adaptées et qui avaient besoin d'être réaménagées. À l'intérieur même des magasins, pas forcément de logique de flux et d'optimisation, mais plutôt une organisation historique par rapport à l'implantation des besoins. Des flux entrants et sortants qui étaient dits en conflit. Et en termes de gestion des capacités au niveau des rayonnages, des paletiers qui n'étaient pas forcément adéquates et qui ne prenaient pas en compte la rotation des différentes classes d'articles dits tournants, erratiques et dormants. D'un point de vue interface, donc aujourd'hui, l'ERP utilisé est SAP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, les opérateurs travaillaient sur des postes fixes, donc qui nécessitaient des allers-retours pour à la fois gérer l'impression des différentes préparations, du picking, la mise au stock, et donc une décorrélation entre le flux physique et le flux informatique, qui pouvait entraîner, on va dire, des erreurs ou des oublis de traitement par rapport à cette configuration-là. Par ailleurs, tout ce qui est cas spécifique, tel que la gestion de périssables ou la notion de suivi de nos rétentions, les capacités de rétention n'étaient pas liées au système SAP, mais plutôt sur des méthodes empiriques et la bonne connaissance, on va dire, des opérateurs par rapport à cette gestion-là. Donc voilà, donc le contexte tel qu'il est fait. Edouard. Donc les enjeux du projet donc sont synthétisés là. Le premier point, il y a 3 enjeux principaux. Le premier, la transformation physique, donc pour faire écho à ce que vient d'expliquer Julien, donc un réaménagement complet et une rationalisation des espaces, donc à la fois une diminution du nombre de magasins, une rationalisation, de ne plus avoir des flux entrants qui croisent des flux sortants, ce qui a aussi des impacts sécuritaires, et également travailler à optimiser les trajets, notamment en rapprochant les pièces tournantes des équipes. Donc, le deuxième volet sur lequel nous allons particulièrement insister aujourd'hui est la partie digitalisation, avec la mise en place d'un logiciel de gestion magasin, donc en langage métier un WMS. Donc, ce WMS est associé et porté par des outils digitaux de mobilité, donc qui permet, puisque ça a été mis en exploitation, d'avoir une gestion temps réel et au plus près du terrain de l'ensemble des gestes. Et adossé à tout ça, forcément, une infrastructure IT que nous avons mise en place, avec notamment des bornes Wi-Fi dans tous nos magasins. Il nous reste 6 magasins, et un interfaçage entre cet outil de WMS et notre ERP SAP. Les principales attentes du projet, donc bien sûr l'amélioration de la réactivité avec la notion de temps réel au plus près du terrain, une amélioration du taux de service rendu aux clients avec par exemple des préparations de commandes qui se font de façon beaucoup plus rapide, l'amélioration de la productivité opérationnelle. Donc là, on a notamment des gros gains sur les trajets, sur les temps de déplacement entre les différentes entités, et également des gestions dynamiques des emplacements, ce qui permet associé avec cette optimisation des distances. Une élimination des erreurs humaines, puisqu'en fait, on a
par rapport à l'ancien système, on avait beaucoup de saisies manuelles dans l'ERP en différé par rapport aux actions, avec donc des éditions, des gestes terrain, des actions notées au crayon sur les listings et un retour dans les bureaux pour saisir dans SAP. Maintenant, tout se fait en temps réel, dans l'atelier au plus près des installations. Puis bien sûr, donc forcément, une amélioration de la traçabilité des opérations logistiques. Donc en synthèse, on retrouve les objectifs du projet. Donc l'aspect implantation, flux physique, donc les améliorations d'implantation, de diminution de déplacements inutiles. Donc des outils modernes associés à une notion de temps réel au plus près des actions. Une productivité améliorée et une qualité de service pour nos clients internes. Le tout avec une meilleure traçabilité. Yann. Donc, la mise en œuvre de ce projet, il y a eu 2 grandes étapes. Une pré-étude qui nous a permis de voir l'intérêt et la faisabilité du projet. On a regardé tous nos flux, on les a cartographiés, chronométrés, on a dessiné ce qu'ils étaient et on a dessiné ce qu'on aimerait qu'ils soient avec du flux informatique et de la suppression du papier et des trajets inutiles. Ça a été fait en partie en salle pour imaginer ces flux, mais ça a également été partagé avec les magasiniers, avec le terrain. Les flux et les process réfléchis leur ont été présentés, partagés. Ça a été exposé carrément dans l'entrepôt pour qu'on puisse avoir les retours et que les opérationnels puissent nous remonter que parfois on avait imaginé des choses et que la réalité du terrain était différente. Donc pour qu'on puisse adapter au maximum ce qu'on projetait à la réalité physique que eux connaissaient pour certains par cœur depuis 20 ans. Quand on a du coup lancé le projet, grâce à cette préétude, on a pu faire un cahier des charges extrêmement complet, extrêmement précis. On a listé plus de 200 questions. On a fait notre estimation du ROI, notre estimation de planning, et on a consulté 5 éditeurs. 3 ont finalement participé. Donc il y avait Ardis avec leur solution Reflex, il y avait Inconso et il y avait SAP. Ce que vous voyez sur le côté, c'est la couverture fonctionnelle des différents sujets qu'on avait adressés dans le cahier des charges. Et donc, c'est Ardis avec la solution Reflex qui a été retenue, puisque c'est celle qui couvrait au mieux nos besoins avec un minimum de développement spécifique, puisqu'il y avait évidemment un souci de rester au maximum dans du standard et de limiter les coûts du projet. Le projet en tant que tel a été divisé en plusieurs chantiers. Donc, le premier chantier pour le WMS, avec des étapes classiques de ce type de projet, définition du besoin, configuration de l'outil, une conception, quelques développements, une phase de test et une phase importante de formation, et puis les développements des interfaces avec notre ERP SAP qui reste le système maître. À côté de ça, on a eu un chantier IT assez conséquent, puisqu'il fallait ancrer cette solution qui allait fonctionner avec des guns, avec des outils mobiles, donc en Wi-Fi, en lien avec notre système de sécurité et les règles assez fortes de sécurité qu'on a. Donc, on a installé nos serveurs sur site en local, on n'est pas dans du cloud. On a développé les interfaces sécurisées avec SAP. On a choisi nos mobiles et notre solution Android. Et on a fait qualifier tout ça par la sécurité. Donc, ce qui est un chantier assez important puisqu'on a été les premiers à utiliser ce type de solution. Ce qui est intéressant pour nous au niveau du groupe Orano, c'est que on a été les premiers à le faire, on a fait toute cette qualification. Du coup, ce modèle est déployable ailleurs pour d'autres solutions également digitales en Wi-Fi sur le groupe. Le Wi-Fi, justement, donc on a dû installer les bornes Wi-Fi et mettre en relation tout ça. Et puis, le chantier physique, puisque pour faire suite à ce qu'expliquait Julien sur l'implantation historique, on a revu toute notre implantation, on a démonté et remonté une partie des installations de peltier ou de rayonnage, et on a fait un jeu de taquin avec les matériels pour les déplacer et transformer tous nos flux et toutes nos implantations. Le tout en continuant à faire l'activité normale des magasins et servir nos clients internes.
Un petit point sur le budget. Donc, le budget du projet se situe entre 1 et 2 millions d'euros. Pour un projet comme ça, il faut compter donc 30% sur la partie du WMS. Donc, ça compte l'accompagnement des consultants, les développements et les coûts des licences. 30% pour cette partie IT assez conséquente, les serveurs, le Wi-Fi, la qualification, la sécurité. À peu près 20% de notre budget a été consacré aux interfaces avec SAP, aux petits points de développement additionnels et puis évidemment à l'accompagnement de nos équipes internes qui géraient la partie SAP. Et puis environ 20% du budget était dédié donc aux travaux et au déménagement des matériels. Côté technique, donc ce que je vous disais en préambule, donc 3 serveurs installés en locaux, un Wi-Fi dédié sur lequel je vais zoomer juste après, et puis des interfaces développées entre SAP et Reflex, donc interface descendante de SAP vers Reflex pour envoyer les informations sur les articles, les commandes à recevoir et les réservations, les commandes internes de nos clients à servir. Et puis une remontée de Reflex vers SAP pour tout ce qui va être les mouvements de stock, donc confirmer les réceptions, confirmer les sorties, les inventaires, les mouvements de stock ou la gestion des qualités. SAP restant le système maître responsable de la comptabilité et de la valeur de stock. Concernant le Wi-Fi, donc c'est vraiment une grosse partie sur la partie technique. Donc c'est l'installation de ce Wi-Fi complètement autonome et complètement étanche auquel seuls les mobiles Android peuvent se connecter. Donc quand vous consultez les Wi-Fi disponibles, vous en voyez 3. Le Wi-Fi de l'entreprise, le Wi-Fi invité et ce Wi-Fi spécifique auquel seuls nos terminaux mobiles peuvent se connecter. On a donc mis en place l'utilisation de ces outils mobiles, ces guns, dont certains donc, sont configurés ATEX. On a également des terminaux qui, eux, vont fonctionner en 4G, qui vont être utilisés par les personnes qui vont livrer sur l'ensemble du site, puisqu'on se promène sur les 4 km² pour aller livrer directement nos clients internes. Donc, l'outil de livraison, l'application de livraison, elle, fonctionne en 4G sur le réseau, mais toujours de façon sécurisée. Et puis, on a investi dans des étiquettes, des machines, des imprimantes pour faire des étiquettes Zebra, puisqu'on a code barré tout le magasin, donc les articles et tous les emplacements, ainsi que les points de livraison. Donc, quand on va livrer sur site, on va pouvoir biper l'emplacement où on est pour confirmer qu'on a livré à l'endroit indiqué. Édouard ? On avait coupé le micro, pardon. Pour parler du retour sur investissement du projet, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des gains qui ne sont pas que financiers. Donc, la digitalisation des processus amène un certain nombre d'améliorations. On part du principe qu'en fait, on a une traçabilité totale des flux, puisque dès la réception, on a des codes barres associés à l'ensemble des matériels reçus. D'ailleurs, on a une gestion dynamique en temps réel avec des systèmes de détrompeurs. Les déplacements sont réduits, pas seulement parce qu'on a optimisé, comme on disait tout à l'heure, les aménagements physiques, mais également parce que le WMS en fait, optimise les temps de trajet. En fait, il prépare des missions pour les magasiniers et il tient compte justement du fait de réduire les déplacements inutiles. Donc, ensuite, donc une réalisation physique avec une rationalisation du nombre de magasins. Comme je le disais, on a diminué le nombre de magasins et on les a réorganisés à l'intérieur de ces magasins. Ouais, développement informatique, donc là, comme l'évoquait Flavie, la solution Android Wi-Fi, en fait, on est un peu une tête de pont dans le groupe et elle va être réutilisable dans le reste du groupe. C'est un investissement qui servira ailleurs. Et donc, on a tout ça qui est qualifié, bien sûr, dans les normes et standards de sécurité du groupe. Quelques exemples de gains liés à l'environnement. Donc, on va énormément réduire le nombre d'éditions. Et par ailleurs, en ayant optimisé nos déplacements, on réduit également le nombre de véhicules utilisés sur le site. Donc le ROI, concrètement, il est de l'ordre de 4 ans. Donc il se concrétise principalement par le fait qu'on a réinternalisé à effectif constant et même à effectif -1, puisqu'on n'a pas remplacé un départ en retraite. Donc on a réinternalisé à effectif constant une prestation de livraison qui était auparavant sous-traitée. Donc c'est la prestation qui prend toutes les préparations et qui fait la tournée quotidiennement sur le site pour livrer nos 200 points de livraison.
Donc, cette prestation est maintenant faite par nos équipes. Donc là, les exemples concrets, c'est tout ce que l'on vient d'évoquer, mais donc voilà, c'est typiquement dès la réception physique de nos colis, une identification par étiquette code barre des articles, ce qui va permettre de suivre l'ensemble du flux de façon donc dynamique et en temps réel de l'ensemble des colis jusqu'à la livraison finale, donc couvert à la fois par la couverture Wi-Fi et le réseau 4G pour la livraison auprès de nos clients internes. Et le gain, c'est justement le fait de ne plus avoir pour les opérateurs l'utilisation de listing papier. Donc c'est clairement un vrai plus en termes de gestion et d'optimisation de l'information informatique. Un autre gain suite à la mise en place donc, de la solution Reflex, c'est donc la partie autonomie des équipes, c'est-à-dire que l'on a mis en œuvre des reportings au sein du magasin qui va permettre à la fois d'avoir une vision en temps réel de la charge de travail et donc par définition de voir si sur certains postes et sur certaines activités, si on se retrouve avec un pic, de pouvoir rapidement opérer et renforcer la capacité avec des équipes sur des postes adéquats. Par ailleurs, pour tout ce qui est demande dite urgente de certains prescripteurs, il faut savoir que ça va nous remonter au travers de ce reporting. Et donc, le temps que ça remonte au niveau du reporting, les préparateurs vont pouvoir anticiper la préparation. Et donc, les clients internes vont arriver ce que l'on appelle le guichet pour récupérer la marchandise urgente. Et ils n'auront plus de temps d'attente par rapport à la situation qui se faisait antérieurement à Reflex. Donc, un vrai gain par rapport au temps d'attente de nos prescripteurs. Sur ce slide, on voit une réorganisation physique d'un des magasins. Donc, ce que l'on peut voir en haut à gauche, c'est l'implantation telle qu'elle était faite avant. Donc, ça rejoint la logique donc, de flux entrant et flux sortant qui se croisent, donc qui n'est pas forcément, d'un point de vue sécurité, et n'est pas très lean. Donc, on voit qu'on a voulu générer des flux donc, entrants et sortants qui ne se croisent pas. Par ailleurs, on a dissocié les zones de préparation. Donc là où on avait donc des zones de paletier qui se géraient à la fois par de la manutention par chariot plus par des préparations piétons, on voit que l'on a dissocié une zone exclusive de préparation par chariot et une zone exclusive pour la préparation dite piéton. Donc, on a rationalisé et optimisé le flux pour éviter un maximum de croisements. En plus de ça, Reflex permet aujourd'hui de scinder une commande en deux. Donc, ça veut dire que ça nécessite d'aller chercher des produits à la fois en zone piéton et chariot. Et donc, ça nous permet après de regrouper l'ensemble de cette commande pour livrer notre client interne. Donc là, c'est l'exemple donc de la zone paletier liée aux préparations chariot que l'on voit au fond, et donc la zone rayonnage avec la gestion par piéton. Donc typiquement, aujourd'hui, on est capable, donc Reflex, de préparer donc 2 commandes, encore une fois, qui sont distinctes entre le chariot et le piéton. Mais dès lors que l'on doit livrer cette commande, ça permet à la fin de se regrouper pour ne faire plus qu'une livraison auprès de nos prescripteurs. Voilà. Le retour d'expérience global sur ce projet. Donc, en termes de facteurs clés de succès, ce qui a été très bénéfique, c'est d'avoir gardé une équipe projet interne. On a fait participer les magasiniers aux différentes étapes. La partie développement SAP a été faite par les équipes informatiques d'Orano. Et puis, toute la partie paramétrage de l'outil WMS a été faite par du personnel Orano, a été faite par nos équipes du magasin. Et puis, le deuxième point qui a été très bénéfique, c'est ce cahier des charges très précis qui fait qu'en fait, on a fait un départ lancé.
les flux étaient cartographiés, les fonctionnalités étaient identifiées, on savait sur quoi on voulait gagner des choses. Du coup, la conception était déjà très cadrée quand on a attaqué. Dans les difficultés, c'est un peu le pendant de la partie d'avant. Notre équipe projet, notre équipe interne était assez restreinte, ce qui fait que la connaissance approfondie de ce qu'on était en train de mettre en œuvre et de paramétrer est restée concentrée sur très peu de personnes. Ce qui fait que l'absence d'une personne génère l'absence d'une grande partie de la connaissance de ce qu'on est en train de faire quand tout n'est pas encore complètement documenté. Et puis, une autre difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a un peu trop tardé à intégrer les autres parties prenantes de nos flux à l'extérieur du magasin. Donc, que ce soit par exemple les contrôleurs qualité, qui sont des gens de nos prescripteurs qui doivent venir faire du contrôle qualité à réception de certaines pièces, les équipes de maintenance qui sont nos principaux clients, les gestionnaires de stock qui gèrent la partie approvisionnement. Donc, ils ont été intégrés, mais assez tard dans le projet et du coup, ça a été un peu plus difficile de rendre ces flux fluides. Et puis, on a encore aujourd'hui quelques soucis dans les interfaces entre SAP et Reflex. Des petits cas d'usage qu'on n'avait pas forcément identifiés ou des comportements qui ne sont pas ceux qu'on attendait. Donc, on est encore en train de régler aujourd'hui puisqu'on est encore en mode ramp-up et apprentissage. Si on doit faire de futurs déploiements, les points d'attention que j'adresserai aux sites qui se lanceraient, c'est de ne pas sous-estimer la complexité de piloter plusieurs chantiers qui sont très différents pour les faire se coordonner en termes de timing. Avoir la dépendance à l'installation des bornes Wi-Fi, de tout le chantier IT, de toute la partie sécurité, tout en devant lancer un chantier physique et configurer tout ça en même temps dans le logiciel métier, ça a été assez compliqué à mener. Un exemple, il fallait configurer, représenter l'entrepôt dans l'outil, puisqu'on optimise par exemple les parcours et les tracés pour les magasiniers, en même temps qu'on était en train de démonter et de remonter les racks. Donc forcément, il y a une coordination entre les deux qui est nécessaire. Et puis, on en a déjà parlé, mais effectivement, anticiper vraiment les contraintes de sécurité, que ce soit pour les autorisations du fonctionnement 4G sur le site, toute la partie sécurité, s'assurer que les matériels qui doivent aller en zone ATEX sont corrects, etc. Ça prend aussi beaucoup de temps, ça demande de faire appel aux gens de l'informatique, aux gens de la sécurité, il y a des études, des audits qui sont faits pour valider tout ça, et c'est assez long. Et puis enfin, le dernier point, qui sera vrai sur tous les sites chez nous, si on déploie cette solution ailleurs, c'est que tout le temps du projet, des déménagements, des montages, démontages, des sessions de formation des magasiniers, l'activité continue. Donc, il faut continuer de servir nos clients, que ce soit pour les commandes courantes ou pour les urgences. Et tout ça à ISO équipe, à ISO périmètre. Donc, ça a été 2 ans assez tendus en termes d'exploitation pour les équipes qui ont maintenu l'activité standard du magasin tout en faisant tout ce chantier à la fois informatique et physique. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair et merci d'avoir fait l'effort de faire un REX pour partager avec les équipes. J'ai beaucoup de questions, je vais donc vous demander des réponses courtes à chaque fois et j'y vais dans l'ordre d'arrivée des questions. Donc la première, c'est qui opère le réseau sans fil déployé sur les installations, les équipes informatiques, la DSI ou bien l'exploitant? Aujourd'hui, vas-y, ouais. Aujourd'hui, c'est l'infogérant qui est responsable de ça. Donc, si notre réseau Wi-Fi tombe ou s'il y a un problème sur les câbles Internet, c'est de la responsabilité chez nous d'un infogérant qui est en charge de tout ce système et de sa sécurité. Donc, c'est bien la DSI, oui, tout à Oui. fait. Donc, deuxième question, barcode, ça veut dire que l'opérateur peut toujours être à vue des colis, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de problème de hauteur de stockage ou de colis occultés? Je pense que ça parle des codes barres que vous avez mis en place sur chacune des pièces et demander si l'opérateur n'a pas de difficulté pour aller saisir ces codes barres. En fait, avec le système de gun qu'on a, on est capable de les capter à une assez grande distance, en fait. Et en fait, les codes barres ont été positionnés au premier niveau du paletier pour justement que ça soit flashé à hauteur d'homme. Donc ça permet donc à chaque magasinier de bien pouvoir biper l'emplacement adéquat pour les colis.
Une autre question, et peut-être que les besoin d'un peu de précision de ce qui a été développé en interne et ce qui a été acheté, on va dire, sur le marché. Avez-vous développé une application spécifique pour piloter vos livraisons? Alors oui, ça c'est un add-on. C'est un spécifique complet qui a été développé par Hardis pour répondre à notre besoin. Et c'est le plus gros hein, du spécifique qu'on a pu faire avec Hardis. Et finalement, c'est un spécifique assez simple puisque le standard du progiciel va jusqu'au chargement du camion avec cette notion de livraison. Et donc, le spécifique, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre le contenu d'une livraison et il va faire le tracé des différents points de livraison qu'on a configurés dans un ordre précis. Et il va permettre de valider « j'ai livré », soit en bipant l'emplacement de livraison, soit contre signature. On a mis en place un système de signature comme vous pouvez le faire pour un chronopost. Et puis, une fois de retour au magasin, une resynchronisation pour que ce qui n'a pas pu être livré soit replanifié dans une prochaine livraison. Donc effectivement, ce morceau-là est complètement spécifique. Et j'ajouterais en fait que cette partie spécifique, donc comme tous les spécifiques ont été développés par Hardis, intégrés dans leurs produits, et en fait la maintenance de ces parties spécifiques fait partie de la TMA qu'on a avec Hardis, de la même façon que les parties génériques. Très bien. Alors, je vais avoir quelques questions techniques sur les bornes Wi-Fi si vous ne savez pas répondre. Ce n'est pas un souci, mais est-ce que le Wi-Fi est distribué à l'extérieur des bâtiments? Si oui, comment assurez-vous qu'il ne sort pas du site? Alors, le Wi-Fi, il est au niveau des bâtiments, donc il peut déborder un petit peu forcément vu l'emplacement des bornes. Et même si vous êtes extérieur et que vous l'attrapez, que vous le captez, vous ne pouvez pas vous y connecter. C'est cette partie-là, alors je ne pourrais pas vous détailler techniquement, mais sur cette partie-là qu'il y a eu un énorme travail de sécurité justement pour le rendre totalement étanche. Donc Jean-Bernard, pour compléter, donc on a bien un Wi-Fi en fait complètement fermé, un peu comme un VPN Wi-Fi qu'on pourrait avoir sur d'autres types de réseaux, et donc qui n'est accessible que sur des appareils et des utilisateurs qui ont été clairement identifiés avant. Avez-vous utilisé des antennes patch pour le Wi-Fi, antennes directionnelles grand angle? Aucune idée. Je pense que là, on rentre un peu dans la technique. Par contre, toujours pareil pour toutes nos matinales, nous prenons vos questions et on reviendra vers vous pour y répondre. Alors, les opérateurs se sont-ils bien appropriés les nouveaux outils? Avez-vous eu des difficultés? Alors oui, enfin, par rapport à l'appropriation des outils, on peut dire que oui. Les opérateurs sont bien familiarisés avec. Les transactions également, donc ça, on va dire qu'il y a une bonne prise en main. Et en plus de ça, on avait développé et mis en place des petits modes opératoires, justement d'aide en cas d'oubli. C'est une formation qui a été quand même assez complète. Et voilà, des formations qui ont été mises en œuvre. Après, sur certains flux, on va dire moins réguliers, tels que la gestion des inventaires ou des flux contrôle qualité, il y a encore une phase d'apprentissage qui est à faire et de ramp-up à mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a quand même bouleversé, on va dire, le mode de fonctionnement, on va dire, des opérateurs dans leur habitude de travail. Donc, il y a quand même toute ce apprentissage, si je puis dire, de la gestion logistique à faire. Très bien. Quid de l'inventaire? L'application peut-elle l'automatiser et donc le faire périodiquement? Oui, aujourd'hui, l'inventaire est géré au travers de l'application Reflex. Nous, on est sur un système d'inventaire tournant, donc on fait au fil de l'eau. Donc, tout est géré depuis l'application Reflex. Quel type d'interface entre SAP et Reflex? API? Non, c'est un échange de fichiers. En fait, on a un serveur intermédiaire qui fait que chacun des deux outils dépose ses fichiers et chacun des deux outils vient regarder s'il y a des fichiers à disposition et les récupère pour les intégrer. Aviez-vous envisagé de la géolocalisation? Sinon, pourquoi ne pas avoir retenu cette solution? Alors, s'il s'agit de géolocaliser les colis, de taguer les articles un par un, tout simplement parce qu'on n'en a pas forcément l'usage. Nos articles dans le système sont identifiés, on sait à quel emplacement ils ont été mis. Le fait de biper
je suis à tel endroit, je dépose un colis, ou je suis à tel endroit, je prends ce colis, cet article, est largement suffisant pour répondre à nos besoins. Donc, on n'a pas besoin de traquer nos articles au mètre près dans l'entrepôt ou sur le site. Très bien. Et enfin, dernière question, et nous passerons au deuxième cas d'usage. Pouvez-vous reconfirmer la durée du projet et le coût? La durée complète du projet, c'était de l'ordre d'un an et demi, entre les premières études préliminaires et puis donc jusqu'à la mise en exploitation. Et le coût, comme l'a dit Flavie, on va dire que c'était de l'ordre d'1,5 million, compris les renforts qu'on a dû mettre en œuvre côté exploitation pendant la période de transition. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Alors, j'étais un peu rapide sur les questions et merci d'avoir répondu si clairement et si rapidement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au deuxième cas d'usage concernant les déchets radioactifs, logistique et traçabilité. Cette intervention sera présentée par Gaël Liozon. Gaël a 9 ans d'expérience dans le nucléaire. Il a été chef de projet en gestion de déchets radioactifs pour le CEA, pour ACA, puis pour Ronet Technologies. Il a occupé le poste de responsable d'exploitation de l'ICPE Sogeval Donet Technologies et depuis 1 an et demi, il est chef de projet de transformation numérique pour Ronet Technologies. Je vous rappelle que pendant toute l'intervention, vous allez pouvoir poser de nouvelles questions puisque les questions actuelles vont disparaître et vous allez ainsi pouvoir préparer la phase de questions-réponses que nous aurons juste après la présentation. Gaël, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous parler moi de la traçabilité et des suivis logistiques de déchets radioactifs sur une ICPE, donc une installation classée pour la protection de l'environnement, qui est l'installation donc Sogeval. Je vais vous faire un petit élément de contexte et d'historique de pourquoi on en est arrivé à cette réflexion et à la mise en place de cette solution, comment on a travaillé pour la mettre en place. Je vous présenterai très rapidement la solution via quelques petites captures d'écran et photos. Et enfin, je vous parlerai de nos résultats, ce qu'on avait attendu qui a été atteint et ce qui était inattendu qu'on a atteint aussi, ou pas. Vous verrez ça en fin de présentation. Donc, premièrement, le contexte et les enjeux. Pourquoi un outil logistique sur une ICPE une ICPE, on fait du traitement de déchets radioactifs, du maintien en conditions opérationnelles d'équipements et de matériel qui vont faire des opérations de maintenance sur le parc électronucléaire d'EDF. Donc, on a des maintenanciers qui sont installés à l'année dans certaines des cellules de l'installation pour justement réparer leurs machines, les préparer, les assainir, les remettre à niveau, les contrôler pour qu'elles partent après sur les interventions sur les CNPE. En parallèle de ça, on fait du démantèlement et de la casse sur des gros composants ou sur du tri et du conditionnement de déchets radioactifs en provenance des 3 grands producteurs, EDF, Orano, CEA. Et donc, cette ICPE, Sogeval, c'est une installation qui a des gros besoins logistiques. Je vous donne quelques chiffres clés. C'est environ 1100 conteneurs. Quand je parle de conteneurs, je parle de conteneurs ISO 20 pieds, conteneurs maritimes. Donc, c'est environ 1100 conteneurs expédiés ou reçus par an. On est à 540 en expédition et 570 en réception, donc ça fait à peu près ça. On a à poste sur l'installation en permanence environ 250 conteneurs qui sont soit entreposés sur notre parc extérieur, dans notre bâtiment d'entreposage, parce qu'on est l'une des rares ICPE à avoir un bâtiment pour entreposer les conteneurs chauds en intérieur. On a environ 1500 colis qui partent tous les ans à destination des exutoires que sont Landra et Centraco, au niveau de l'incinérateur et du four de fusion. Et là, en ce moment, sur l'installation, on a environ 1900 colis de déchets radioactifs qui sont soit en attente de reprise, soit prêts à partir, soit qu'on a reçus de la part de nos clients et qui sont prêts à être traités, démantelés ou repris. Donc, fort de tous ces chiffres, ce qu'on peut dire, c'est que oui, effectivement, il y a beaucoup de colis, il y a beaucoup de conteneurs, il y a beaucoup de mouvements donc, parce que des colis peuvent bouger d'un emplacement à un autre, les conteneurs aussi. Et donc, on est parti de quoi? On est parti d'un constat d'échec. Pendant pas mal d'années, on s'est retrouvé à mettre en place une organisation avec des personnes qui s'occupaient de ça. Donc, avant 2018, on avait 3 ETP qui étaient dédiés à la traçabilité et à l'enregistrement sur Sogeval. Vous aviez une personne qui se chargeait de suivre tous les mouvements de colis.
Un colis est rentré dans telle cellule de traitement, après il est allé à tel endroit, après il est allé à tel endroit et qui suivait l'intégralité des colis pour savoir où ils étaient. Vous aviez une personne qui faisait l'intégralité des mouvements entrée-sortie de conteneurs. Donc ce conteneur, il a été réceptionné tel jour, puis il est reparti tel jour, puis il est allé à tel endroit tel jour, il a été vidé, il a été rempli, il a été mis sur le parc, il a été nettoyé, etc. Et vous aviez une personne qui était chargé de toute la partie traçabilité sur les colis de déchets radioactifs. Donc, quelles sont les informations du colis, qu'est-ce qu'il y a dedans, il appartient à quel client, qui sont les personnes qui ont travaillé dessus, où est-ce qu'il est le PV de remplissage, quel est le calcul d'activité, dans quelle direction il doit partir, etc. Donc, vous aviez ces 3 personnes qui faisaient ça. Et ben, on était soumis en fait en permanence au risque de perte d'informations et de rupture de chaîne. Vous avez un colis qui est censé être parti, finalement vous le retrouvez au fond de votre installation. Vous avez un colis qui part alors qu'il ne devait pas partir. Vous avez un conteneur qui est détruit alors que vous deviez le restituer. Vous avez un conteneur qui est sur le parc alors qu'il devait être détruit depuis 6 mois, etc., etc. Je vous en passe. Mais je pense que toutes les personnes qui travaillent sur les installations nucléaires connaissent un petit peu ces situations. Ce qu'on a fait en 2018, c'est qu'on a déployé un outil. On a déployé un outil qui était un WMS, hein, donc un peu comme le cas qui a été présenté juste avant. Mais pour nous, en fait, ça a été surtout un échec, ce WMS, parce que c'était quelque chose qui était beaucoup trop complexe par rapport à ce dont on attendait, en fait. Nous, on avait besoin d'un outil qui fasse des mouvements, qui trace les informations attribuées à un colis ou à un conteneur et qui sache nous dire où est-ce qu'il est sur l'installation. Et on avait un WMS qui aurait pu faire justement de la gestion de stock, de l'optimisation de flux, de la prise de commande, donc on n'a pas réussi à vraiment le déployer comme on l'aurait voulu. Ça nous a coûté très cher. Il était beaucoup trop performant pour ce dont on en avait besoin et à la fois les pauvres, les petites tâches qu'on voulait lui demander, on n'arrivait pas à les faire. On n'avait pas de mobilité avec, c'est-à-dire que, pour mettre en place le système mobile, il nous fallait justement déployer du Wi-Fi, et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, hein, mais déployer un Wi-Fi qui était externe. On a un parc extérieur qui est assez grand et donc il fallait déployer sur le parc extérieur du Wi-Fi. Mais au niveau sécurité, ça nous coûtait beaucoup trop cher pour sécuriser ce Wi-Fi. Ça a été très embêtant et on n'a jamais réussi à s'en servir correctement. C'était pour nous un Excel amélioré. Parce qu'il nous permettait de donner des numéros qui étaient chrono et on ne pouvait pas se tromper de numéro. Mais au-delà de ça, on collait des étiquettes sur nos colis et on s'en servait jamais. Donc on n'avait pas de mobilité. Donc de là, on est reparti à 0. Et comment on a fait? On s'est remis en question. Donc la première chose, c'est de se dire, voilà, on n'a pas réussi, on n'a pas été bon, ça ne marche pas, comment on fait? Et on remet en question notre processus et on repart du début. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un état des lieux avec un auditeur d'une société externe, hein, qui travaille beaucoup avec nos cousins d'Honnête Logistique, hein. Honnête Logistique, c'est une branche d'Honnête qui fait de la logistique et sur des entrepôts qui sont bien plus grands que Sogeval et qui donc a déjà de l'expérience sur l'utilisation de WMS, sur l'utilisation d'outils logistiques. Donc on a fait appel à lui. Il est venu chez nous et il a observé comment on travaillait. On a tracé nos process, nos workflows, comment on valide, comment on envoie une donnée, comment on enregistre une donnée, qu'est-ce qu'on fait avec. Et de ça, on est reparti sur une idée de transformer nos processus. On a tracé notre process cible, on a cartographié toutes les données et les intervenants qu'il y avait dans notre chaîne, dans notre supply chain. On a identifié tout ce qu'on pouvait automatiser, tout ce qu'on pouvait améliorer. On a essayé de retracer un peu tout ça. Et de là, on est rentré dans un système classique d'appel d'offres à partir de cet audit et de ce prévisionnel de besoins. Donc, on a fait une phase d'appel d'offres dans laquelle on a consulté 2 éditeurs qui étaient spécialisés justement dans les mouvements logistiques. On a fait, suite à cet appel d'offres, on en a retenu un. On a fait une phase de conception qui a duré à peu près 1 mois environ et une phase de développement, pareil, environ 1 mois. Donc l'appel d'offres, ça a été le plus long, hein, ça a été 4 mois, le temps de consulter, de dépouiller, de trouver de contractualiser, etc. Et le déploiement a été très rapide, en fait, parce qu'on est parti sur une solution cloud. Et du coup, au moment où quand on a fini les premiers paramétrages avec l'équipe, on a pu déployer en 1 semaine. Ils nous ont mis à disposition l'environnement et c'était en plein été, donc on avait un peu moins de charge de travail et c'était au mois d'août. Donc c'était assez facile pour nous, mais on a réussi à embarquer les gars et tout le personnel qui travaillait sur le système et en 1 semaine, on avait déployé et formé les équipes.
Ça nous a pris 1 mois par contre pour faire un inventaire complet du site parce que bah voilà, on avait des inventaires qui étaient pas bons, on avait des colis qui étaient perdus, des conteneurs partis, pas revenus, enfin bon bref. C'était assez catastrophique. On a mis 1 mois à tout réidentifier. Donc on est parti avec nos terminaux mobiles et puis pour chaque zone cadastrée de l'installation, bah, on inventoriait tout. On prenait tous les numéros de colis, on les mettait au bon emplacement et à la fin, bah, on a compté les pots cassés, on a compté ceux qui étaient nulle part une fois qu'on avait fait le tour de l'install. Et on s'est créé une zone qu'on a appelée les abysses de Sogeval, dans lesquels on a mis tous ces colis qui étaient dans le système, mais qu'on ne retrouvait pas, en se disant que bah, si un jour ils apparaissaient, au moins on pourrait les retrouver. Et donc la 4e étape un peu de cette méthode, c'est l'évolution constante du système. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc tous les jours, on découvre des nouvelles applications qu'on pourrait faire avec notre outil. Tous les jours, on se pose la question, on se dit ça, on le répète depuis des années, mais est-ce qu'on pourrait pas l'améliorer? Est-ce qu'on pourrait pas le rentrer dans notre outil? Est-ce que notre outil serait pas capable de nous aider avec ça? Et ça, c'est vraiment le terrain qui nous le remonte. Et ça, c'est l'un des points forts dont je vous parlerai après. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu quand même rapidement de la solution. Donc la solution qu'on a mis en place, c'est une solution de la société qui s'appelle Mobilité. Vous avez le petit logo hein, en haut à gauche. Je crois que le patron de Mobilité est dans l'assemblée aujourd'hui. Et pourquoi on les a choisis? Bah parce que c'est une plateforme 100% web. Alors ouais, c'est un peu contre-intuitif. On se dit on travaille dans le nucléaire, on fait des trucs un peu spécialisés. Niveau sécurité, il faudrait peut-être qu'on ait tout chez nous. Mais en fait, nous, on a un peu calculé le truc en amont avec l'auditeur. Et on s'est dit, bah ouais, mais quelles sont les données qu'on veut mettre dedans? Quelles sont les données qu'on va suivre, qu'on va utiliser? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un truc qui soit sécurisé à 100%, qui soit mis sur nos serveurs, qui soit en on-premise? Et puis, en fait, on est arrivé à la conclusion que bah non, avec du cloud, c'était suffisant. Et donc, on a fait des listes d'exclusion au niveau des données pour se dire, bah non, effectivement, cette donnée, non, elle est trop sensible, donc on va pas la diffuser. Et ça, je vous en parlerai aussi après. Pourquoi on les a choisis eux? C'est une solution 100% web, donc rapidité de déploiement. C'est une solution qui est hyper intuitive. C'est entièrement configurable par les équipes métiers. Ça a été primordial pour nous. On n'a pas besoin de contacter une société pour faire du paramétrage. On n'a pas besoin de les appeler si on a un truc à paramétrer ou si on a un truc à changer. En fait, c'est du no-code, c'est du WYSIWYG. What you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. On bouge des blocs, on bouge des petites briques et puis on construit ce qu'on veut faire. Et ça a été vraiment la révélation pour nous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le responsable de production, c'est aussi l'administrateur du système. Et en fait, s'il a besoin de modifier un formulaire, il va dedans, il le modifie. S'il a besoin de modifier un champ, il va dedans, il le modifie. S'il a besoin de rajouter une zone sur le cadastrage du terrain de Sogeval, il va dedans, il rajoute sa zone. Et il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un. Notre précédent WMS, quand on voulait changer le nom d'une zone, il fallait qu'on fasse un devis avec l'éditeur. Donc c'était un peu complexe, si vous voulez, parce que déjà, ça prenait 6 mois. Et en plus, ça nous coûtait de l'argent. Alors que là, on est autonome. Donc ça a été l'un des points les plus on va dire primordiaux. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un suivi géographique de nos colis en temps réel, nos matériels, nos déchets. On a un suivi physique des matières nucléaires. Je parlais de données sensibles, ça c'en est une. Et on a un suivi, on peut assurer un suivi de production massique et des indicateurs divers et variés sur notre installation. Donc très rapidement, c'est Keep Tracking, donc la solution qu'on utilise, c'est une interface visuelle qui est assez simple. C'est des briques, c'est des bulles, c'est des listes, c'est des tableaux. On peut faire des extractions. Il y a des API, on peut faire plein de choses. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Si vous savez utiliser Facebook ou vous savez utiliser Teams, vous savez utiliser Keep Tracking. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça a vraiment joué en leur faveur et nous, ça nous plaît énormément. Et le deuxième, c'est ce que je vous disais, c'est entièrement paramétrable. Donc la conception, elle est totalement modulaire. On fait tout ce qu'on veut. Nous, on a créé nos entités colis, on a créé nos colis, nos conteneurs. Dans les conteneurs, là, vous avez une page de conteneurs. Alors pour ceux qui ont des petits écrans, je suis désolé, mais en gros, on a décidé que pour les conteneurs, on avait envie de voir quel type de conteneur c'était, sa référence, sa date de conformité, qui est le propriétaire, quelle est sa masse, sa tare, c'est quoi son type de toit, c'est quoi son type de plancher, est-ce qu'il est vide, est-ce qu'il est plein. On aurait pu dire quelle couleur il est. Si vous avez envie de savoir la couleur et le nombre d'impacts sur la porte droite de votre conteneur, vous le paramétrez puis vous le faites. En fait, vous faites exactement ce que vous voulez. Dans un conteneur, on est capable de suivre tous les colis qu'il y a à l'intérieur. On a une notion de poupée gigogne, on va dire, sur le système, donc qui est très intéressante pour nous parce qu'on met énormément de colis dans des conteneurs qu'après on expédie. Donc ça permet de suivre ça en temps réel, quoi. La deuxième chose, c'est l'identification par QR code. Nous, on a choisi le QR code, mais en fait, c'est ce que je vous dis, la mise en page et les attributs des étiquettes, ils sont modifiables et c'est paramétrable, c'est nous qui avons choisi. On a décidé de mettre
un QR code en haut à gauche sur nos étiquettes avec le type de colis, le nom du projet, le numéro du colis et la référence en dessous. Donc là, moi, je suis capable de vous dire que c'est le colis 20277 qui appartient au projet 3458 et dedans, ce sont des déchets qui sont issus de la décontamination d'un IR100. Donc pour les gens d'Orano, IR100, ça devrait peut-être parler. Donc nous, on a décidé de designer des étiquettes de cette manière. On imprime une étiquette par colis, elles sont collées dessus. On a des imprimantes dans les bureaux de zone et dans les bureaux de la logistique et des techniciens déchets pour pouvoir créer les numéros des colis. Et donc, on a identifié l'intégralité de tous les colis et les conteneurs qui sont sur nos installations. Au-delà d'identifier les colis, on a aussi identifié les zones. Donc, on a pareil décidé de créer des QR codes pour identifier les zones. On a fait faire des plaquettes chez un fabricant d'éléments de communication pas très loin sur Pierre-Latte et donc on a fabriqué des plaques qu'on a designées où il y a toujours le code barre de l'emplacement, donc le QR code de l'emplacement, plus le nom de la zone. Là, vous avez un exemple de QR code qui est posé à l'entrée d'une cellule de traitement qui est une cellule de l'un des maintenanciers, ce qui fait qu'à partir du moment où un conteneur arrive, le collaborateur est capable de dire je scanne mon emplacement, je dépose mon conteneur sur cet emplacement, il est là, je sais qu'il est à cet endroit-là. C'est pareil pour les colis et pour toutes les portes des locaux de Sogeval ont été sur lesquels il y a des panneaux. On a mis aussi la plaquette avec le QR code à l'entrée de la porte. Quand un colis est déplacé dans un local ou dans un emplacement, c'est tracé de cette manière-là. Et vous avez à droite les QR codes qui ont été mis en place au niveau du sol pour les colonnes de Sogeval 2. Sogeval 2, c'est un entrepôt d'entreposage de conteneurs ISO 20 pieds et on monte jusqu'à 4 niveaux de conteneurs. Donc vous imaginez qu'effectivement, un collaborateur qui doit scanner un emplacement ou qui doit poser un conteneur au 4e niveau, il va avoir du mal à scanner l'emplacement s'il est à 10 mètres. Donc on les a mis au sol. Donc devant chaque colonne de conteneurs, vous avez les 4 plaquettes avec les emplacements de conteneurs pour être sûr de cadastrer l'intégralité de notre bâtiment. Vous avez les mêmes choses à l'extérieur de nos bâtiments. Les zones extérieures sont cadastrées avec des numéros, des lettres, des numéros, des rangs, des hauteurs. Tout est suivi et tout est piloté de cette manière-là. Ce qui était une chose qui a fait aussi qu'on a apprécié la solution, et c'est une chose qu'on se sert un peu tous les jours, c'est qu'on a un suivi inaltérable des actions ou des dispositions qui ont été prises sur les colis ou les conteneurs. C'est-à-dire, vous savez pour chaque colis ou chaque conteneur qui a fait une action, quelle était l'action qui a été faite et quand elle a été réalisée. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière sur ces choses-là. C'est une timeline de colis ou de conteneurs, c'est infalsifiable, c'est inaltérable. Vous ne pouvez pas effacer une tâche qui a été réalisée. C'est-à-dire que je vous en mets un petit exemple à côté. J'ai fait une action le 9 août 2021 sur un conteneur à 17h26. J'ai dit qu'il était plein, qu'il était chaud et qu'il était non disponible. Si je reviens derrière et que je dis non, finalement il n'est pas plein, il est vide, l'action que j'avais faite à 17h26 sera toujours enregistrée, vous pourrez toujours la voir. Ça ne va pas supprimer ou effacer les actions précédentes. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'avoir une traçabilité permanente et sur toute la chaîne de vie d'un colis ou d'un conteneur. À partir du moment où on crée un colis dans notre installation, vous savez qu'il a été créé à telle date, à telle heure par telle personne, qu'on a imprimé une étiquette, qu'il est rentré en cellule, qu'il a été rempli, qu'il a été contrôlé déchets, qu'il a été contrôlé au niveau de la radioprotection, qu'il a été mesuré, par qui, et qu'il est prêt à partir. Et ensuite, vous avez tout le suivi de tous ces mouvements. Il était en extérieur Z1 bas, après il est passé en Q2 bas, après il est allé en cellule 2, il est allé en D6-1 à Sogeval 2, et ensuite il est parti. Vous savez qu'à telle date, il a été mis dans un conteneur, à telle date, il est arrivé à l'Andra, au CIRES, et donc votre colis est parti. Vous avez toute sa chaîne de vie. La même chose pour les conteneurs qui reviennent chez nous, on sait où ils étaient avant, on sait par où ils sont passés, et on sait quand. Donc ça, c'était l'un des points hyper intéressants de la solution. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Avantages, difficultés, résultats. J'ai résumé ça assez rapidement. Nos facteurs clés de réussite, si vous voulez, on en a 5 là, mais il y en a deux qu'on peut grouper. La remise en cause et la projection hors cadre, c'est un truc qui est hyper important dans nos projets de transformation. Pourquoi c'est hyper important? Parce que la première chose de se remettre en cause, ça, on est à peu près tous capables de le faire, et c'est pas trop difficile. On se remet en cause, voilà, ça marche pas, comment on peut faire mieux? La problématique, c'est la projection hors cadre. J'ai appelé ça la projection hors cadre, pourquoi? C'est parce qu'il faut qu'on arrive à sortir de notre process, qu'on arrive à s'en extraire, et qu'on arrive à comprendre les tâches qu'on fait parce qu'on en a besoin, et les tâches qu'on fait parce que notre outil nous oblige à le faire.
je vous dis une bêtise, nous, on était obligés d'imprimer des colis d'une certaine manière et d'avoir des commentaires et d'écrire des choses dans les commentaires de nos colis par rapport à notre WMS qu'on avait. Et on a eu du mal au début à s'en défaire. On se disait, mais non, mais on est obligé de le faire, il faut qu'on fasse ça. Ça, il faut que ça reste. C'est une donnée d'entrée pour notre futur logiciel. On veut voir ça, on veut avoir ça. Et en fait, après réflexion et après discussion, longue discussion, hein, avec l'éditeur et avec les développeurs, on s'est aperçu que, en fait, non, on s'en fiche de ça. C'était pas intéressant finalement. On le faisait parce qu'on n'avait pas le choix et que ça faisait partie de notre process, mais c'était une tâche qui était inhérente à la fonction de notre précédent outil et pas à la fonctionnalité dont on va avoir besoin demain. Donc ça a été assez dimensionnant et c'est, je pense, une des choses les plus difficiles à avoir, c'est de sortir de son cadre et d'accepter que ce qu'on fait, c'est pas forcément utile. Le troisième point, c'est l'analyse du besoin primaire. Ça a été dit tout à l'heure dans le précédent cas d'usage, hein, mais c'est effectivement, hein, nous, on est parti du terrain directement. C'est-à-dire que on est rentré dans l'installation. Après, on est sur une installation qui est beaucoup plus petite, hein, mais on est rentré sur l'installation et puis on est resté avec les gars et puis on a fait des mouvements tous les jours avec eux. Et puis des mouvements de conteneurs et puis des conteneurs qui sont réceptionnés puis qui repartent. Puis des chargements de conteneurs et puis des déchargements et puis des transferts et puis des destructions de colis et puis des créations. Et on est parti de ça pour analyser vraiment ce qu'on voulait faire et tracer tous nos process. Donc ça, c'est accouplé aussi avec l'écoute de l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le responsable de production ou le directeur de l'activité, lui, il a besoin d'avoir des indicateurs. Donc ces KPI, c'est primordial pour lui, mais c'est pas lui l'utilisateur final. L'utilisateur final, c'est le gars qui a son PDA à la poche et puis qui se déplace sur le parc et puis qui prend son PDA pour faire une prise pour emporter un conteneur et le déposer sur un camion. Et c'est lui qui en a besoin vraiment. Donc c'est lui qu'il faut écouter et c'est lui qui a en général l'idée qu'il a du mal à formaliser, mais qui est la bonne. Et enfin, le dernier facteur clé de réussite, c'est le diagnostic permanent. Je vous en ai parlé au début, amélioration continue, permanente. On est en constante évolution sur l'outil. La solution qu'on a prise, c'est une solution qui ne fait pas de spécifique. C'est du clé en main, mais c'est sur étagère. C'est que du standard. Ils ont pris le parti de ne pas faire de spécifique. En revanche, ils écoutent les besoins de leurs clients et à chaque fois que vous avez une demande, ils recoupent avec toutes les demandes de tous leurs clients. Et s'il y a suffisamment de demandes et que c'est suffisamment intéressant, en fait, votre demande, elle va être prise en compte. Et ça nous a permis, si vous voulez, il y avait pas mal de demandes qu'on avait en août 2021 quand on a mis en prod. Il y avait pas mal de fonctionnalités qu'on n'avait pas dans l'outil. On était à l'époque à la version 1.13. Aujourd'hui, on est à la 1.19 et quasiment tout ce qu'on avait demandé à l'époque, ça a été implémenté parce qu'ils ont trouvé des idées pertinentes et qu'ils en ont discuté avec leurs autres clients et que finalement, ça a intéressé tout le monde. Et donc, on a réussi à avoir quasiment toutes les fonctionnalités qu'on voulait. Donc ça, c'est le diagnostic permanent. On se remet en question. Il y a 3 semaines de ça, on a mis en place une fonctionnalité qu'on n'utilisait pas. On ne l'utilisait pas parce qu'on n'en voyait pas l'intérêt jusque-là. Et puis finalement, on s'est dit, ah tiens, mais ça, en fait, pourquoi on le fait de cette manière-là? Et si on le mettait dedans, et puis hop, on a mis en place une nouvelle fonctionnalité avec nos colis. Maintenant, on est capable de déterminer d'un coup d'œil quels sont les conteneurs sur lesquels il manque une pesée parce qu'on a enlevé un colis du conteneur et qu'on a oublié de le repeser. Lui, le système, il le sait, il nous alerte et il nous le dit. Et ça, c'est un truc qu'on a mis en place il y a quelques semaines. Et jusque-là, on ne le faisait pas. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, de l'idée des collaborateurs, à chaque fois qu'ils ont une idée, qu'ils se demandent comment ils pourraient faire, ils viennent nous voir et on regarde ensemble et on essaye de mettre les choses. Donc les gains qu'on a eu, c'est ce que je vous disais au début, hein, on avait 3 ETP, je vous le rappelle, hein, au tout début, hein, qui faisaient toutes ces traçabilités. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a pas d'ETP dédié à la traçabilité sur l'ICPE Sogeval, parce qu'en fait, la traçabilité, c'est un peu comme la sécurité, hein, c'est l'affaire de tous. Là, c'est pareil. La traçabilité, c'est l'affaire de tous. À partir du moment où on prend un PDA et qu'on fait un mouvement ou qu'on fait une opération de traçabilité, une pesée de colis, quoi que ce soit qu'on fasse, en fait, c'est tout de suite remonté dans les données du système. C'est une synchronisation en temps réel, donc on a un gain de communication. La traçabilité à tous, le gain de communication, et on n'a plus d'erreurs d'inventaire. Jusque-là, on avait des erreurs d'inventaire, comme je vous disais au début, où on perdait des colis. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de perte de colis. Ce qu'on peut avoir comme erreur d'inventaire, c'est une erreur de cadastrage. Vous avez un colis qui est en zone 1, qui est adjacente à la zone 2, et puis voilà, il mordait un peu sur la ligne. Nous, on n'a pas d'étagère, c'est un très grand entrepôt sur lequel on a fait des cadastrages au sol. Donc à un moment, un colis qui change de place, voilà, on a ce genre d'erreur, mais on n'a plus d'erreurs d'inventaire comme vous pouvez les avoir au démarrage. Et l'outil nous a permis aussi du coup de construire nos KPI beaucoup plus finement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on extrait la base de données de l'outil via ses API, ça passe dans un moteur de BI et on a en temps réel des
des indicateurs dynamiques dans lesquels on peut rentrer, approfondir, savoir combien on a de conteneurs, sur quelle zone, quels sont le taux de charge, quel est le taux de charge de l'installation, quel est le taux de production de colis en masse, en volume, quels sont les projets qui produisent le plus, quelles sont les zones qui sont engorgées, quelles sont les zones qui ne sont pas engorgées, depuis quand les colis sont présents sur l'installation. Attention, enfin nous on est une ICPE, donc on a une réglementation, on ne doit pas garder les colis depuis 36 mois. Voilà, on identifie les colis qui sont plus là depuis plus de 36 mois. Je vous parlais tout à l'heure de matière nucléaire, pareil, c'est un indicateur qu'on suit. On ne donne pas la quantité de matière et le type de matière nucléaire qu'il y a dans l'outil, effectivement, hein, on est en SAS, on est officiel. Par contre, on sait qu'il y en a, il y a des matières, il y a un suivi physique qui est fait. Et donc aujourd'hui, ça c'est une donnée qui est pas sensible et qu'on suit, et donc ça nous permet de voir ça. Hein. Nos KPI nous permettent de dire, bah voilà, aujourd'hui on peut identifier l'intégralité des colis qui ont de la matière nucléaire quand on est sur contrôle Euratom, qui viennent de faire un inventaire, on est capable de ressortir tout de suite tout ce qu'on a, où c'est, à quel endroit, à qui ça appartient. Et donc, je vous rappelle les difficultés qu'on a reçues. Hein, c'est sortir du cadre, hein, je vous en ai parlé juste avant. Sortir du cadre, c'est hyper complexe et c'est un peu contre-intuitif. Hein, on a tous notre ego et quand on nous dit ouais, mais là, ça marche pas, ok, mais il faut qu'on fasse pareil. Et se dire bah non, en fait, faut vraiment pas qu'on fasse ça parce que ça n'était pas utile. C'est très complexe. Donc sortir du cadre et écouter les utilisateurs. Hein, voilà, on a beaucoup de gens qui sont sur le terrain tout le temps et qui ont la vraie connaissance, on va dire, du métier. Mais qui n'ont pas trop envie de parler ou que ça intéresse pas trop de voir ce genre de choses. Donc ça a été le plus difficile, c'est de les attraper, on va dire, et de réussir à traduire tout ce qu'ils avaient à nous dire. Donc, les résultats, les perspectives. Aujourd'hui, la mise en place de l'outil Keep Tracking sur l'ICPE Sogeval, ça nous a permis donc une traçabilité à la hauteur, donc très grande robustesse sur le système. Hein. On a l'intégralité de nos inventaires qui sont faits. On sait exactement quel colis est où, comment. On sait tout ce qui est parti, tout ce qui est revenu, qui a fait quoi, quand, comment, via la timeline. Donc, on est hyper robuste à ce niveau-là. On a une capacité de l'outil qui va au-delà de nos attendus. Hein. On avait demandé quelque chose, finalement, on en fait plus. C'est-à-dire que tous les jours, on se pose des questions et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, et on trouve des solutions. Finalement, on fait aussi nos rondes d'installation via les modules de formulaire de Keep Tracking. On fait nos PV de réception des conteneurs via les formulaires de Keep Tracking, nos PV d'expédition. Les formulaires de contrôle à réception des transports par le BT sont faits via l'intermédiaire de Keep Tracking, etc. On en a fait plus que ce qui était prévu. On a une modularité qui est exploitée au quotidien. C'est ce que je vous disais, hein. Tout est modulaire, tout est interchangeable, tout est paramétrable directement par nous. Il y a vraiment que dans très rares cas où on appelle les équipes de mobilité pour nous aider. Et de toute façon, après, quand on les appelle, ils répondent présents, hein, mais c'est quand même assez rare parce que on est vraiment autonome sur notre outil. Et moi, ce que je vous mets en perspective, c'est l'interopérabilité entre les systèmes. Aujourd'hui, moi, j'ai un système qui est connecté avec, qui pourrait potentiellement se connecter avec des outils filières. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais bon, j'ai un système qui est dans le cloud. J'ai énormément d'informations sur mes colis de déchets dedans. Pourquoi ne pas imaginer des connexions avec des outils du CEA, d'Orano ou d'EDF pour dire voilà, toutes les infos du colis que j'ai créé pour vous, je les ai là. Au lieu que je vous envoie les infos et que vous les ressaisissiez dans votre système ou que moi vous me donniez accès à votre système pour que je les ressaisisse à la main, en fait la connexion entre les deux pourrait être plutôt pertinente. Je pense que je suis arrivé au bout. Merci beaucoup Gaël. Alors j'ai aussi pas mal de questions, donc toujours réponse rapide et on y va. Donc première question, cette application est-elle interfacée avec d'autres applications du type ERP, GMAO? Si oui, comment? Aujourd'hui, absolument pas. Aujourd'hui, on a un système qui est isolé, alors interfacé via d'autres applications, pas avec la GMAO parce que en fait, il n'y a pas de pilotage de maintenance via cette application, donc on ne l'interface pas avec la GMAO. ERP non plus, parce que les informations qui sont dedans n'ont pas à voir avec notre ERP ou toute la partie finance, contrôle de gestion de notre entité. D'accord. L'écart entre l'existant et le processus cible était-il si important? Avez-vous totalement chamboulé vos flux et vos méthodes? Alors, il n'était pas si important. L'écart entre le processus initial et le processus cible. En revanche, il y a une grosse part de change parce qu'en fait, on partait de très loin. Aujourd'hui, à l'époque, tous les processus étaient papier. Hein. Donc, vous aviez, comme je vous disais, des gens qui faisaient sur le papier. Et même quand on avait le WMS, vous aviez les collaborateurs qui faisaient les mouvements, par exemple, logistiques, qui prenaient des conteneurs pour les déplacer sur les installations. Ils partaient d'un endroit, ils avaient une feuille de papier, ils disaient je suis parti de là avec le conteneur numéro tant, et puis ils déposaient un endroit, ils disaient je suis arrivé là. Et
Et ils faisaient ça tout le temps. Ils avaient toujours leurs papiers avec eux. Et tous les soirs, ils posaient ça dans un classeur. Et vous aviez des personnes qui reprenaient ces papiers et qui retraçaient tous les mouvements dans le WMS pour qu'on suive les emplacements, donc avec les erreurs que ça implique, etc. etc. Donc non, il y a eu un gros travail de change, mais le process cible, finalement, c'est toujours pareil. C'est on prend un emplacement A, on prend tel objet et on le met à un emplacement B. Donc ça n'a pas trop changé. D'accord. La traçabilité de toutes les actions a-t-elle suscité des questions, voire des résistances auprès des intervenants? Absolument pas. Aucune. Quels sont les autres clients de Keep Tracking? Bah, il y en a plein et beaucoup sur des grosses plateformes logistiques. Je pourrais vous citer, de mémoire, au moins Safran. En ce moment, on est en train aussi d'essayer de le déployer sur le CEA Val-Duc, sur le CEA Cadarache, sur des exploitations qu'on a pour Honnête Technologies, dans lesquelles on fait des mouvements et des collectes de déchets et donc ou d'approvisionnement logistique. Après, je vous invite à aller sur leur site directement, Mobilité, et vous aurez vraiment tous leurs clients. Moi, je sais en tout cas qu'ils travaillent beaucoup avec Safran et sur des très très grosses plateformes logistiques, hein, donc avec Honnête Logistique, hein, notamment, mais avec d'autres clients et je crois que le directeur me disait qu'ils avaient interfacé, ils étaient interfacés avec les mêmes outils qu'ont présenté tout à l'heure nos collègues d'Orano, donc SAP, Ordis et Keep Tracking pour toute la partie logistique. C'est pour ça que Steven tout à l'heure a posé la question sur le fait que vous ayez développé en interne la partie livraison, parce que lui l'utilise chez ses clients, mais déploie cet outil-là chez ses clients directement. Quelle adhérence avec les travaux filières pour une planification plus collaborative du transport des déchets? Alors Alors, aujourd'hui, vous y avez un peu répondu tout à l'heure. ouais, il n'y a pas vraiment d'adhérence en fait, hein. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que moi là, je pilote toute la traçabilité et ce que j'ai dans mon système. Si demain il devait y avoir un outil de planification filière comme on l'imagine au sein du GIFEN, bah, ce serait hyper intéressant parce que moi je pourrais potentiellement alimenter ce que je veux planifier directement avec mon outil. Et donc non, finalement c'est pas tant des adhérences, c'est plutôt des perspectives intéressantes. Avez-vous réalisé une opération de reprise des données avec le WMS précédent? Si oui, comment cela s'est-il passé? Oui et oui. Non, oui, ça oui, on a fait une opération de reprise de données. Concrètement, en fait, on a fait une extraction de la base de données. En fait, il y avait plein de choses dans la base. C'était alors le précédent WMS, c'était sur une base MySQL et on n'est même pas allé chercher les bases de données MySQL. On a fait un export du WMS sur Excel. Enfin, on a fait un fichier plat, hein, un CSV, avec la liste de tous les colis et les informations qu'on avait besoin des colis. Et on a importé ça dans Keep Tracking avec les équipes de dev. Et donc, ils ont alimenté leur base de données comme ça. On avait des colis, on avait environ 15 000 colis dans la base. On allait jusqu'au 15 000. Et du coup, au démarrage de Keep Tracking, on s'est dit qu'on allait démarrer au colis numéro 20 000. Et donc, on sait qu'à partir de 20, c'est les nouveaux. Avant, c'est les anciens. Mais non, on a fait des exports Excel, du CSV, et on a tout importé comme ça. D'accord. Et en complément, Steven a répondu 156 industriels équipés, Safran, Airbus, Total, Solvay, Air France, Industrie, 7 pays, dont Canada et États-Unis. Alors, Keep Tracking interfacé avec quelle API BI? Aujourd'hui, j'utilise Power BI. Finalement, vous avez dû faire du social organisationnel humain, ce qu'on pourrait appeler le SOH. Quelle méthodologie? Alors, j'ai pas été hyper fin avec certains, on va pas se mentir, mais non, nous ce qu'on a fait, c'est que quand l'auditeur est venu, on l'a laissé faire son audit, c'est-à-dire qu'on a suivi les gars et en fait, au lieu de venir les voir et leur dire ouais, on aimerait bien mettre un outil en place pour que vous fassiez ça, on leur a dit bon là, voilà, vous nous avez montré ce que vous voulez faire, ce que vous faites aujourd'hui. À votre avis, ce serait quoi qui serait bien de faire? C'est-à-dire qu'on est reparti du bas et moi, un opérateur logistique qui faisait ses mouvements et qui écrivait sur son papier, au bout d'un moment, je lui dis: «Bah, qu'est-ce qui te plairait là? Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qui serait intéressant pour toi?» Et en fait, on est parti du bas à leur poser des questions et à les interviewer, pas dans le sens: «On va mettre un outil, qu'est-ce que vous en pensez?» mais plutôt: «Dites-nous ce que vous voulez faire et comme ça, on voit ce qu'on peut vous mettre», en fait. Très bien. Et dernier sujet, pouvez-vous rappeler le coût du projet et son ROI?
Alors, le coût du projet, moi, je crois que ça m'a de mémoire, ça a dû me coûter 19 000 € de build, formation, alors 19 000 € de CAPEX. Je loue mes matériels à mobilité, pour pas avoir à les acheter et à les remplacer s'ils ont des problèmes. Donc moi, je leur loue. J'ai un contrat de maintenance, donc ça me coûte, je crois que ça me coûte 4 000 € par an. Les licences, ça doit me coûter aux alentours en OPEX, aux alentours de 10 000 € par an. Et le ROI, ben, comme je vous ai dit, après c'est difficilement quantifiable parce que j'ai pas calculé les coûts de non-compliance, donc j'ai pas fait de coûts de non-qualité. Mais rien que les 3 ETP, ben, c'est 60 000 € par an, hein, donc voilà, de gain. Super. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, alors à moins qu'il y ait une dernière question. Non, il n'y a pas de question. C'est une remarque de Jean-Bernard sur le terrain. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là. Et merci beaucoup aux 2 cas d'usage, très complémentaires et très enrichissants, d'ailleurs, les uns pour les autres. À propos des travaux de la filière, je vous rappelle qu'il y a un collectif qui travaille à 2 niveaux. À minima, essayer de poursuivre l'interopérabilité en faisant un cahier des charges des types de données pour se les échanger et favoriser les échanges. Et puis, si un jour on avait suffisamment d'opérateurs, on va dire, intéressés, on pourrait en effet même partager tout ça sur une plateforme. Mais on a encore un peu de travaux. Ce que je vous propose, c'est de clore maintenant la journée. Je vais vous rappeler quelques éléments. Suite à cette matinale, donc un sondage va être accessible juste après la fermeture de la matinale du numérique. Merci d'aller répondre à ce sondage avant de partir. Un replay des matinales du numérique sera disponible sur la chaîne YouTube du GIFEN et de la SFEN dès les prochains jours. Vous recevrez aussi également un lien, si cela vous intéresse, pour télécharger et accéder aux 2 présentations. Je vous rappelle aussi que l'événement Index démarre le 8 décembre jusqu'au 16 février et vous pouvez d'ores et déjà allez vous inscrire pour jeudi, n'oubliez pas d'y aller. Et puis encore un grand merci à tous et nous vous donnons rendez-vous en 2023 maintenant pour les prochaines éditions des matinales du numérique. Merci à tous de votre participation. Au revoir et merci de répondre au sondage. Au revoir à tous, bonne journée.